Occuper vos besoins et bureaux ou alors tout simplement faire plaisir à vos proches. Smartphone, électronique, meubles, électroménager yu doy waar ak sax ay produits cosmétiques yu ngeen mësul gis fenn. Boole ci la possibilité de gagner des cadeaux. Bul xalaat, retrouve notre sélection de produits à prix totalement réduit sur www.soumari.com wala nga wote ci 33 842 25 05 wala 78 636 56 20. Li ci gënati neex sax nag mooy ni fépp foo nekk ci Sénégal soumari.com mën na laa jaay ba pare livrer la ko ci ni mu gën a gaawee. Ak Soumari daal jëndal lépp loo soxla ci njëg yi mu gën a yombee saa su ne. Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 72 heures de grève décrétées par le collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal. En plus de revendiquer de meilleures conditions de travail, ils réclament la libération sans condition du docteur Aminatou Françoise Bangbola Alabi en garde à vue dans l'affaire de l'hospitalisation d'Ousmane Sonko à la Souma Assistance. La première greffe de la cornée de l'œil réussie au Sénégal. Une prouesse du docteur Boubacar Sall, une opération qui ne nécessite plus d'aller à l'étranger, vous l'entendrez dans ce 20h. Et puis cette triste nouvelle avec le monde sportif sénégalais endeuillé par le décès de Momar Ndiaye alias Ndiaye Drapeau, en fervent supporter des équipes nationales du Sénégal, mais aussi en actif collaborateur du ministère des Sports. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes décrète une grève de 72 heures et exige la libération sans condition de leur camarade, de docteur Aminatou Françoise Bangbola Alabi, arrêtée puis placée en garde à vue. Cette dernière avait examiné Ousmane Sonko lors de son hospitalisation à la clinique Souma Assistance. Elle a été arrêtée donc mercredi par la sûreté urbaine. Autre point de revendication, de meilleures conditions de travail. Écoutons à ce propos le porte-parole, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Faye, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. De rappeler les conditions arbitraires sur lesquelles notre collègue Dr Aminatou, qui est DS3 comme nous, donc inscrit en gynécologie, voilà, donc a été arrêté. Étant donné qu'elle est mère d'un bébé de 15 mois, elle est diplômée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar comme médecin, mais également elle est inscrite à l'UFR Santé de Thiès. Donc nous ne comprenons pas pourquoi elle devrait être arrêtée dans l'exercice de sa médecine. Donc ce que nous trouvons arbitraire et que nous fustigeons et nous demandons que toutes les conditions qui pèsent sur sa libération soient levées. Parce que tout ce qu'elle mérite aujourd'hui, c'est en tout cas un salut honorable à son égard. Voilà, donc nous demandons que les autorités se saisissent de la question et que cette question soit réglée une bonne fois pour toutes. L'autre chose que nous demandons, c'est aujourd'hui que les textes qui nous régissent, nous en tant que DS, voilà, puissent être revisités et mis à jour. Parce qu'aujourd'hui, nous les DS que nous sommes docteurs en spécialisation, nous ne nous retrouvons pas dans ce système de santé. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas respectés dans le système, par le système de santé. Nous n'avons pas un statut, c'est-à-dire nous n'avons pas de salaire, alors que c'est nous qui consultons, c'est nous qui faisons les gardes, c'est nous qui sommes au bloc avec nos collègues internes. Donc tout ceci nous a motivés à décréter une grève de 72 heures, voilà, donc, qui commence ce samedi, voilà, donc, jusqu'au lundi où nos collègues n'iront pas à l'hôpital. Parlons santé toujours avec cette première greffe de la cornée de l'œil pratiquée et réussie au Sénégal. C'est le fait du docteur Boubacar Sall. Des opérations chirurgicales pointues pratiquées sur une dizaine de patients avec des résultats satisfaisants. Donc plus besoin d'aller à l'étranger donc pour se faire greffer la cornée. Je vous propose d'écouter le docteur Boubacar Sall, interrogé par Dissa Prera et Mohamed Dia. De finaliser une série de campagnes qui nous a permis d'opérer au moins 7 personnes de kératoplastie, ce qu'on appelle une greffe de la cornée. Une greffe, quand vous l'entendez, c'est-à-dire on enlève un organe, on met l'organe d'un autre individu qui est en général mort, on met là-dessus, on et les choses se passent. C'est ce qu'on appelle une greffe. Bon.
Effectivement, de temps en temps, on parle d'autogreffe. On peut prendre quelque chose sur votre bouche pour l'amener sur votre narine, vice-versa. Pas une année où vous avez énormément de sollicitations de gens qui viennent vous demander oui, si le ministère peut les aider à se faire évacuer, parce que la tendance, c'était d'évacuer les gens, soit en France, et les dernières tendances, c'était de les évacuer au Maroc ou en Tunisie. Alors moi, en tant que coordinateur, j'ai toujours voulu que l'offre puisse exister ici, parce que la technique, c'est vrai que c'est une technique qui existe depuis très longtemps, mais elle n'était pas aussi pratiquée au Sénégal, simplement. Enfin, une des raisons, c'était les aspects législatifs et réglementaires. Je crois que maintenant, c'est des aspects qui sont dépassés, qui ont été réglés. La loi sur les greffes d'organes a été votée. Ici, il ne s'agit pas même de greffes d'organes, mais de greffes tissulaires. Il y a de petites nuances. Bon, mais pour le commun des mortels, il s'agit simplement de greffer des organes. Donc c'est une opération qui s'est bien terminée. La plupart des malades, pour eux, on a l'espoir que cela va s'arranger. Même si c'est un acte chirurgical de risque zéro n'existe pas. Autre aspect de l'actualité, une délégation du ministère de l'eau et de l'assainissement chargée de la gestion des inondations était à Hambourg pour une visite des travaux entamés avant l'hivernage. C'est pour éviter la situation de l'année dernière où beaucoup de communes ont subi des inondations. Joal fait partie donc des plus touchés et le ministère a tenu à rassurer les habitants lors de cette visite en précisant que les travaux vont être accélérés pour pallier ce problème. Compte rendu signé Ndaïmatidian avec les images de Mamadou Gueye. Cette visite entre dans le cadre d'une opération dénommée Wadjal Nawet. Selon Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. D'habitude, à cette période-là, les visites n'étaient pas engagées. Donc cette année, on a démarré avec une initiative Préparer l'hivernage, appelée en Wolof Wadjal Nawet, où nous faisons le tour du pays pour déjà voir est-ce que tous les ouvrages fonctionnent. S'il y a des difficultés, qu'on puisse les remonter, mais aussi s'il y a des interventions à faire en termes de réparation et de maintenance, qu'on puisse le faire. Une stratégie est en train d'être élaborée pour la commune de Joal Fadiouth, très touchée par les inondations de l'année dernière. Il y a une étude qui est en cours. Aujourd'hui, le Sénégal a pu acquérir une licence pour avoir son MNT, un modèle numérique de terrain, le Vricon, donc, mais aussi avec un lidar d'une précision de 8 cm. Donc la restitution se fera d'ici le mois de mai, donc d'ici un mois et demi. Et là, on aura peut-être toutes les informations à notre disposition pour prendre les meilleures décisions en termes de solutions. Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, pour sa part, veut que la station soit bien gérée pour éviter les dégâts causés par les fortes pluies de l'année dernière à Mbour. L'année dernière, je crois, le problème c'était la permanence par rapport à celui qui gère la station. Il y avait également quelques pannes par rapport aux pompes qui sont installées dans cette station. Et je crois que le ministre et l'ensemble des services concernés vont prendre les dispositions avant l'hivernage. L'exécution de ces plans d'action doit se faire le plus tôt possible, selon les Mbourois qui disent subir les dégâts des inondations depuis plusieurs années maintenant. Le début de Ramadan paisible à Ourossogui, les populations de cette ville qui connaissaient souvent de sérieuses perturbations dans la distribution de l'eau en période de chaleur poussent un véritable ouf de soulagement depuis l'affermage de la ville dans le périmètre de la SDR. L'eau coule à flot et à toute heure à Ourossogui. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de la ville de Ourossogui. Contrairement aux dernières années où trouver le liquide précieux relevait d'un véritable parcours du combattant, l'eau est aujourd'hui disponible à toute heure dans la plus grande ville de la région de Matam. Un casse-tête en passe de devenir un vieux souvenir. Il y a différence, actuellement il y a différence parce qu'avant on avait problème de l'eau à Ourossogui, mais actuellement là, vraiment, alhamdulillah, l'eau ça coule bien à Ourossogui actuellement. On peut rester au moins, il y a des quartiers, ça peut rester au moins 3 mois, 4 mois sans de l'eau. On va à Tchambé pour puiser. Ou bien on va à Boinadi pour puiser l'eau, pour envoyer à la maison pour nourrir notre famille, pour que notre famille puisse boire. Il y avait les serrés qui vont à Boinadi, Tchambé, Ogo pour aller prendre de l'eau, pour venir. Mais actuellement, vraiment, alhamdulillah, l'arrivée des SD, vraiment, machallah. Il n'y avait pas de l'eau. L'eau restait 1 mois ou bien 2 mois, le robinet ne coule pas. Ça a été un problème. Et maintenant, depuis que l'état civil
à régler ce problème maintenant, il n'y a pas de problème d'eau. On voit de l'eau potable et même l'eau même s'est améliorée parce que d'autres avant, les années passées, c'était pas de l'eau potable. Tu vois de l'eau qui avait des calcaires, tu ne peux pas boire ça. Mais maintenant, ça s'est amélioré, on peut boire de l'eau potable. Avec son vétuste réseau d'adduction qui date des années 70, la réalisation des 4 forages n'a jamais permis de soulager les populations de Ourossogui. En intégrant le périmètre de la SDR, un autre jour se lève à Ourossogui. Voilà, c'est grâce à l'arrivée de la SDR, ils ont su brancher les 2 forages, ils ont électrifié. Parce que les 2 forages roulaient, chacun roulait 3 heures de temps le matin et 3 heures de temps l'après-midi. Ça leur faisait 6 heures de temps. Alors que depuis qu'on l'a électrifié, ça roule 24 heures sur 24. Donc il y a beaucoup plus de pression. Autant de moi, c'est un jour nouveau parce que vraiment on a connu pas mal de difficultés, mais actuellement on peut soulager pour l'instant, nous sommes carrément soulagés, Après avoir résolu la question de la disponibilité, la SDR a lancé les travaux de réhabilitation du réseau pour atteindre tous les quartiers de la ville Carrefour. Direction la Casamance à présent, la mise en place par les autorités d'un écosystème capable de promouvoir une forte industrialisation. Avec l'événement de l'Agropole Sud peine à produire les résultats escomptés. Les chambres consulaires veulent changer la donne en organisant dans la région la première foire internationale de ZIC dont la finalité sera un cadre de partage entre acteurs économiques avec comme objectif de présenter les intérêts de la transformation des produits locaux. Pascal Ehemba, président de la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor, en parle avec Lamine Ba et Lamine Modian. L'avènement de l'Agropole Sud, en tant que levier de développement industriel, peine encore à jouer pleinement sa partition, ce qui justifie cette forte tendance de ces acteurs à migrer vers d'autres régions du pays supposées plus prospères pour se développer économiquement et socialement. Pour changer la donne et contribuer significativement à la matérialisation de cette volonté politique de l'État du Sénégal, à savoir le rayonnement économique des territoires et à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, envisage résolument de coopérer aux fins de booster les secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie ainsi que de l'agriculture. Elles ont initié la première édition de la foire internationale de ZIC avec pour objectif principal de faire la promotion des PME-PMI. Pour cette première édition, dont le thème est soutenir les PME-PMI locales pour une souveraineté économique, seront abordées les thématiques de présenter l'intérêt lié à la transformation des produits locaux, d'échanger sur les défis d'une transformation réussie des produits locaux, de promouvoir le potentiel agricole, commercial et industriel de la région. Pour vivre la doctrine de l'Église, surtout en cette période de carême, l'Église de Tambacounda, via Caritas, vient de construire un poulailler, un mur pour le périmètre maraîcher de la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. Caritas a également distribué du matériel de maraîchage et des semences. L'objectif est de former des prisonniers pour faciliter leur réinsertion. Avec Abraham Paul Pouy de Tamba, que nous écoutons pour plus de détails. Pour appuyer la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda, Caritas a mis sur la table 9 millions de francs CFA pour permettre au périmètre maraîcher de la prison de disposer d'un mur de clôture, construire également un poulailler pour les détenus, acheter du matériel de maraîchage et des semences pour aider les pensionnaires dans leurs activités. Concrètement, nous avons d'abord fait un mur, comme vous le voyez, de 150 mètres, et décidé également de mettre des activités annexes, notamment le périmètre maraîcher, mais aussi un poulailler qui permettra également à la maison d'avoir des ressources additionnelles. Le coût global de l'investissement est d'environ 9 millions de francs CFA. Avec ces investissements, la MAC compte former les prisonniers dans les métiers du maraîchage pour faciliter leur insertion une fois de retour dans la société. Pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas employer beaucoup de pensionnaires au niveau de ce jardin. Mais donc, avec l'érection de ce mur, qui donc sera muni de réseaux de
concertina. Donc là, il y aura plus de sécurité. Et donc là, nous serons plus enclins à employer plus de pensionnaires au niveau de ce jardin potager. Donc, qui vont donc apprendre l'activité d'aviculture, le maraîchage, mais également aussi qui, à leur sortie, vont donc gagner dignement leur vie. Toujours concernant l'insertion, les pensionnaires sont aussi formés dans d'autres métiers. Ici à l'intérieur, il y a même actuellement une formation en mécanique automobile que les détenus sont en train de suivre. Il y a également aussi une formation en transformation des fruits et légumes. Donc, pour les femmes. La cérémonie de réception s'est déroulée devant le Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda. La page des sports à présent avec cette triste nouvelle qui est tombée ce samedi 1er avril dans l'après-midi. Momar Ndiaye dit Ndiaye Drapeau a rendu l'âme à l'âge de 61 ans des suites d'un AVC. L'homme était connu pour brandir le drapeau du Sénégal dans toutes les compétitions sportives dans lesquelles le Sénégal était engagé. Celui qui suit l'équipe nationale du Sénégal de football depuis 2002 a assisté à 9 Coupes d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale A du Sénégal. Ndiaye Drapeau était également un grand collaborateur du ministère des Sports. La gestion du nouveau stade des HLM sujette à polémique. Si l'ASC HLM brandit un bail pour s'accaparer de la gestion, un collectif dénommé Ensemble Sunu Momel HLM évoque une usurpation de fonctions et lance une pétition pour une gestion plus inclusive. C'était au cours d'une conférence de presse compte rendu signé Ahmadouba et Dissa Prera. Le collectif And Sunu Momel des HLM crie au scandale et fustige le choix de l'ASC HLM pour la gestion du nouveau stade de la localité. Une pétition est même déjà lancée. L'ASC HLM doit respecter ses engagements et se mettre derrière la jeunesse sportive pour une gestion inclusive, équitable et participative du stade au bénéfice de tous les HLMois. À la municipalité de prendre ses responsabilités face à la SOCABEC qui prend en otage toute une population depuis des années et de jouer son rôle régalien de gestion publique. Le collectif entend poursuivre son plan d'action dans ce dossier jusqu'au retour à la normale de la situation. Face au bail brandi par les dirigeants de l'ASC HLM, le collectif parle plutôt de manipulation qui ne va pas prospérer. Effectivement, le stade a bel et bien un titre foncier. Maintenant, la question que l'on pourrait se poser, naturellement, c'est que comment est-ce qu'on peut attribuer un titre de bail à une entité privée sur un titre foncier déjà immatriculé à la Société nationale de la SN HLM. Ça, cette question-là, peut-être, on met ça à l'appréciation des autorités qui ont bien voulu donner un avis favorable. Et je répète qu'ils n'ont pas de bail. Ça, c'est une précision à faire. Ils n'ont pas de bail du tout. Ils ont un avis favorable de la commission des opérations domaniales. Le collectif And Sunu Momel des HLM et l'ASC HLM sont à couteau tiré pour la gestion du nouveau stade, vivement qu'ils trouvent un terrain d'entente pour le développement sportif de leur localité. Mohamed Tounkara est déjà une légende. Il est le premier Sénégalais à gravir le Mont Blanc en France ou la montagne Kilimanjaro en Tanzanie. Des prouesses pour l'ingénieur en informatique de profession qui ambitionne de monter sur le toit des plus hautes montagnes de tous les continents. Il a rencontré nos reporters Chersadi Boudiara et Modou Diop. Il est à jamais le premier Sénégalais sur le toit de la montagne Kilimanjaro. Mohamed Tounkara, pour le nommer, est un prédestiné à l'ascension au déjà riche palmarès. Et j'ai eu aussi un héritage psychologique dans ce domaine parce que mon père c'était un scout de l'époque, donc un aventurier, et ma mère aussi est aventurière dans l'âme. Donc aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par ces sports entre guillemets extrêmes. J'ai eu à faire le mont Toubkal, qui est la plus haute montagne d'Afrique du Nord, qui se trouve au Maroc, qui culmine à 4167 mètres d'altitude. J'ai eu à faire aussi le mont Kilimandjaro, qui est la plus haute montagne d'Afrique, qui culmine à 5800 mètres d'altitude. Et le mont Blanc,
qui se trouve en France, qui est la plus haute montagne de l'Europe occidentale, qui culmine à 4810 mètres d'altitude. Pas encore grand public au Sénégal et en Afrique, l'alpinisme est une pratique exotique, mais pas simple physiquement. Une discipline qui consiste à gravir des montagnes. Donc ça peut être des montagnes qui culminent à 4000, 3000 jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Pour la pratique, effectivement, il faut être très physique, il faut être dans une forme physique vraiment exceptionnelle parce qu'en montagne, on est très éprouvé à cause du manque d'oxygène, à cause de l'altitude, parce que plus on monte et moins il y a d'oxygène dans l'air. Donc on est très éprouvé et c'est des journées en général très longues qui durent peut-être environ 6 à 7 heures de marche et de grimpe. Mohamed Tunkara sur le toit du Kilimandjaro en février dernier seulement vise une nouvelle ascension dans quelques mois. En septembre, Inch'Allah, je compte faire le Manaslu dans l'Himalaya, qui fait partie des toits du monde, à 8167 mètres d'altitude, donc qui fait partie des toits du monde, et cela demande vraiment une préparation assez conséquente. Toujours en quête de sensations fortes, l'alpiniste sénégalais de 32 ans compte réussir le tour du monde des hautes montagnes. Mon objectif, c'est de faire les 7 sommets les plus hauts de tous les continents, donc notamment la Concagua en Amérique du Sud, l'Everest au Népal, le mont Kilimandjaro que je viens de faire. Donc. Alpiniste à ses heures perdues, Mohamed Tunkara, ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis, est un ingénieur en informatique en France. Toutefois, c'est grâce à l'alpinisme qu'il écrit sa légende qui est loin d'être terminée. Merci à vous, cher Sadibou Diarra et Modou Diop. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.